Ici Vanessa Ross, contente de vous retrouver. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Martine Isabelle du musée Armand-Frappier. Tout de suite après, j'aurai Nicole Dubo et Roger Lemos de la Bibliothèque multiculturelle de Laval. Pour votre vitrine communautaire, toujours fidèle à TVRL, Nathalie Plante du CLD de Laval sera accompagnée de Vincent Massé pour nous parler d'un concours. Et c'est pas tout, Lily Tremblay et Odette Picard de l'ALPA viennent faire leur tour sur le plateau. Bienvenue à Laval en bref. Notre première invitée aujourd'hui en studio, Martine Isabelle, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, c'est ici du musée Armand-Frappier. Oui, exactement. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur le musée? Oui, bien en fait, le musée, ça fait plus de 15 ans qu'il existe. Il a été fondé en 1994. Puis, en fait, c'est un tout petit musée situé à Laval, sur le boulevard des Prairies. Okay. C'est un musée où on parle des sciences de la vie. Donc, notre mission à nous, c'est de piquer la curiosité des jeunes et des moins jeunes et de mieux les informer sur les sciences de la vie. Donc, la biologie, la microbiologie, l'immunologie, toutes ces sciences. L'immunologie? Oui, l'immunologie. C'est-à-dire? L'immunologie, c'est la science qui étudie le système immunitaire. Ah, donc, ben là, je fais le lien. Oui, c'est ça, le système immunitaire. Donc, notre armée, tous les êtres humains ont un système de défense, un peu comme une armée, dans leur corps qui leur permettent de combattre les microbes, entre autres, mais aussi les tumeurs cancéreuses, par exemple. Donc, ce système immunitaire-là, ben, on en parle au musée, on explique qu'est-ce que c'est, puis à quoi ça sert. C'est drôle parce que quand j'étais à l'école primaire, j'ai vu un petit film, c'était vraiment une armée dans les veines, dans le corps. Oui. J'avais trouvé ça tellement drôle. C'est une bonne analogie parce que c'est vraiment un peu, c'est la meilleure, en fait. Donc, le système immunitaire, c'est vraiment comme une armée. Nos petits soldats. Nos petits soldats, donc, c'est les globules blancs qui sont nos soldats. Il y en a toutes sortes, un peu comme dans une armée. Tu as les caporales, tu as les capitaines, tu as toutes sortes de types de grades. Ben, c'est la même chose. Donc, on a les lymphocytes, les macrophages. On a toutes sortes de petits soldats. On perd un petit peu, mais je suis sûre que si j'irais, je comprendrais mieux. Tout à fait. Donc, au musée, on porte attention là, à bien vulgariser puis à rendre très visuel aussi là, le contenu scientifique. Donc, nos petits soldats en question, on a de belles images, de beaux dessins pour que les enfants s'y retrouvent puis comprennent bien. Parfait. Alors là, est-ce que c'est juste pour les enfants, les adultes aussi? En fait, on a des activités pour tous les groupes d'âge. Là, on a bien évidemment des activités pour les groupes scolaires, primaires, secondaires. On a aussi des ateliers week-end. Vraiment, c'est vraiment super ces activités-là. Ce sont les samedis au labo. Alors, les samedis, évidemment, on reçoit les petits dès l'âge de 5 ans, donc les enfants de 5 à 10 ans avec leurs parents. Puis, ils viennent au labo, ils enfilent le sarrau, enfilent les lunettes et les gants. On joue le jeu. On joue le jeu, oui, c'est ça. Mais on fait de la vraie science, mais on porte l'habit du scientifique, les enfants, mais aussi les parents. Donc, les parents aussi, ça veut dire qu'on peut voir nos parents habillés comme ça? Oui, puis les enfants trouvent ça très drôle. Puis souvent, en fait, c'est les parents ou les grands-parents, les mononcles, les matantes. Donc, l'idée, c'est d'avoir des ateliers adultes, enfants. Puis vraiment, tout le monde met la main à la pâte, pas juste les enfants. Et quelle matière est-ce qu'on va toucher dans les samedis du labo? Oui, les samedis au labo, bien, cette saison-ci, on aborde la science du corps humain. Alors, on a 3 ateliers différents. Un où on va parler des 5 sens. Alors, le toucher, la vision, l'ouïe, l'odorat. Donc, vous connaissez les 5 sens. On en entend souvent parler, mais là, on va un peu plus loin, puis on fait des expériences scientifiques au labo. Comme? Bien, par exemple, on va regarder différentes images pour parler des illusions d'optique. Alors, souvent, notre cerveau va nous jouer des petits tours, puis on va voir quelque chose qui n'est pas en fait la réalité. Donc, on parle de la vision. On va aussi parler de l'odorat en faisant déguster différents aliments.
par exemple, on fait déguster un aliment qui est de couleur orange, mais qui goûte, disons, la vanille. Là, ça va tromper un peu le cerveau. Très intéressant. Oui, c'est ça. Donc, toutes sortes de petites expériences dans cet atelier-là. Alors, outre les 5 sens, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre dans les samedis? Oui, on va aussi parler du duo cœur-poumon. Donc, c'est super important, hein? Le cœur, les poumons. Donc, on parle du système cardiovasculaire et pulmonaire. Donc, on va entre autres fabriquer un poumon artificiel. Qu'on doit courir dans ce cours-là? Ah, on aurait pu le faire, mais non. Le musée est un peu petit, donc on court pas. Okay. On est au laboratoire, puis on fabrique un poumon artificiel avec les enfants. Puis ça leur permet vraiment de comprendre comment ça fonctionne, un poumon. Donc ça, encore une fois, ils le font avec leurs parents. C'est bien intéressant. Oui. Puis le dernier atelier, ça, c'est mon préféré, c'est celui sur la digestion. Chaque jour, on mange, tout le monde, là, peu importe qu'on soit en science ou pas, la nourriture, ça fait partie de nos vies. Puis à chaque jour, on se nourrit. Alors là, on va parler de qu'est-ce qui se passe de l'entrée à la sortie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre estomac, dans notre intestin, qu'est-ce que c'est les enzymes. Alors, ce sont comme de petits ciseaux qui vont découper la nourriture finalement pour nous permettre d'en retirer de l'énergie. Donc, c'est... J'imagine que les enfants doivent vraiment rire quand on est rendu à la fin de ce cours-là, quand on est à la sortie. Oui, ben on ne se rend pas nécessairement jusqu'à la fin complètement, mais on parle surtout de ce qui se passe dans l'estomac, dans l'intestin, mais oui, on leur mentionne quand même, ça fait partie de leur vie. Donc, dans le fond, ce qu'on fait au musée, c'est ça, hein, on explique davantage d'un point de vue scientifique des sujets qui concernent tout le monde là, dans leur vie quotidienne. Sinon, dans vos services et vos activités, vous offrez aussi de l'animation, soit dans les écoles ou des groupes scolaires viennent vous voir. Oui, c'est ça. Donc, c'est notre principale clientèle. On a des groupes scolaires qui viennent nous visiter au musée puis qui font, en plus de la visite de notre exposition MicroZoo, ils font des activités au laboratoire. Donc, observation au microscope, ensemencement de microbes sur des géloses. On voit souvent ça à la télé, là, des plats de pétri là, dans les laboratoires et tout. Oui. Donc, ça permet de faire croître des micro-organismes puis de les rendre visibles à l'œil nu parce que sinon, on ne peut pas les voir. Donc, Et le MicroZoo? Oui, ben le MicroZoo, c'est notre zoo hein, au musée Armand-Frappier. Mais au lieu d'avoir des lions, des girafes puis des singes, ben nous, c'est les microbes. Alors, c'est un peu selon... Il est petit, le zoo? Oui, il est petit, puis c'est ça, nos vedettes sont plus petites que dans un zoo régulier. Donc, on parle des microbes, les bactéries. Tel microbe fait quoi? Oui, exactement. Ben, premièrement, on démystifie un grand mythe, hein, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que les microbes sont dangereux. Il y en a qui sont dangereux, mais c'est seulement 5 à peu près des micro-organismes qui sont pathogènes ou dangereux pour l'humain. Okay. Les autres, le 95 restants, sont utiles ou inoffensifs. Donc, puis parmi les utiles, ben, on en utilise plein pour, entre autres, fabriquer de la nourriture. Le pain, le yogourt, le fromage. Sans les microbes, on n'en aurait pas, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient malheureux. C'est ça, le yogourt probiotique, là? Oui, bien ça, c'est du yogourt dans lequel il y a davantage de bactéries, puis des bactéries qui sont particulièrement bonnes J'ai pour trouvé notre ça santé. drôle quand j'ai regardé mon étiquette et qu'on me nommait le nombre de bactéries. J'ai fait, oui, oui, il y en a pas mal, hein, des milliards. Là. Oui, donc, ça peut nous aider, certains probiotiques, là, à garder une bonne santé intestinale et même une santé immunitaire. Ça aurait des effets sur le système immunitaire. Ah, très bien. Vous êtes bien informés quand même. Oui, je suis pas pire. Bien, c'est ça, il y a de la science partout, hein, même à l'épicerie. C'est ce que ça me fait réaliser. Oui, c'est ça. Puis vous me parlez que la mission, dans le fond, c'est de rendre ça accessible parce qu'on a plein de décisions à prendre dans notre vie qui concernent la science. Exactement, c'est ça. Donc, on pense que les jeunes, pas seulement les jeunes, en fait, tous nos visiteurs, entre autres les jeunes, vont devoir faire plein de choix dans leur vie. Est-ce que je dois me faire vacciner? Est-ce que j'achète un yogourt probiotique ou pas? Est-ce que... de don d'organes? Est-ce que je vais signer ma carte de don d'organes? Donc, on se pose plein de questions en tant que citoyens. Puis nous, au musée, on leur donne un peu plus d'informations scientifiques pour qu'ils prennent leur choix, qu'ils prennent leurs propres décisions, mais de façon plus réfléchie ou qu'ils soient mieux outillés, finalement. Au moins, on est basé sur quelque chose de plus concret. Oui, exactement. Donc là, bientôt, c'est la semaine de relâche. Oui. Qu'est-ce qui se passe au musée? Bien, on a très hâte à la semaine de relâche parce qu'on va présenter 2 nouvelles activités dans le cadre d'une programmation spéciale qui va
durer toute l'année, qui s'appelle l'immunologie démystifiée. Donc, on en a parlé un peu plus tôt. Système immunitaire, l'étude du système immunitaire, l'immunologie. L'armée du corps humain. Oui. Cette année, on va en parler beaucoup de l'immunologie parce que c'est une science importante. En fait, le système immunitaire, c'est vraiment important pour le maintien de la santé. Tout le monde est concerné par ça. Puis, on a décidé de concevoir 2 nouvelles activités sur ce sujet-là. Une première qui s'intitule « Les globules blancs sont fascinants » pour les tout-petits. Un petit jeu de mots. Oui, ils sont fascinants, les globules blancs. C'est vrai, c'est vraiment incroyable. Là. Premièrement, il y en a toutes sortes de globules blancs. Ils ont des rôles différents, un peu comme dans l'armée, on le mentionnait. Puis, c'est ce que les enfants de 6 à 9 ans vont découvrir là, durant la semaine de relâche qui aura lieu du 5 au 9 mars. Et comment se déroule une journée? Oui, bien en fait, l'activité se déroule sur 2 heures et quart, en avant-midi, à compter de 9h30. Est-ce qu'on vient accompagner de parents, enfants? Oui, pour cette activité-là, donc vu que c'est les enfants de 6 à 9 ans, on demande aux parents d'être présents. De toute façon, c'est une belle activité là, à faire en famille. Puis, l'activité se déroule en 3 temps. On a 3 petits ateliers, dont le principal, c'est l'expérience au laboratoire. Okay. Alors là, les enfants enfilent le sarrau et se transforment pour la durée de l'expérience en médecins qui doivent déterminer de quelle maladie souffrent les patients. Wow. Alors, ils vont regarder au microscope des échantillons de sang de patients, puis vont vérifier si le patient souffre, par exemple, d'une leucémie, qui est un cancer qui touche les globules blancs. Ce que j'aime, oui. Ce que je vois de tout ça, c'est que l'enfant quitte après la journée, puis doit se sentir confiant, doit être fier de lui. Oui, tout à fait, parce qu'on leur fait vivre... Bien, premièrement, ils remplissent souvent une mission. On leur donne un défi à relever, puis donc ça, c'est apprécié des enfants. Ouais. Ça amène le côté jeu, le côté ludique. Ouais. Puis surtout, oui, ils se sentent compétents. Là. Ils ont pu voir que l'objet ou la personne a la leucémie. Wow! Oui, c'est ça. Puis j'ai utilisé un microscope. Puis tu sais, ce sont de vrais microscopes. On fait de vraies expériences en laboratoire avec du matériel scientifique de pointe. Alors, même à l'école, bien souvent, ils n'ont pas accès à ces équipements-là. Donc, c'est vraiment unique, je crois, comme activité. Et puis ensuite, la deuxième. Oui, donc la deuxième activité, don d'organes, une question de compatibilité. C'est pour les 10 à 15 ans. Là, on va aborder la question du don d'organes, mais sous le point de vue de l'immunologie. Donc, vous savez, souvent, on entend parler du don d'organes. On a besoin d'un foie, par exemple, ou d'un rein. Puis là, on va se questionner, est-ce que le donneur, celui qui, malheureusement, peut donner l'organe, souvent soit parce qu'il est décédé, ou parfois, dans le cas d'un rein, on peut donner notre rein alors qu'on est vivant. Est-ce que le donneur est compatible avec le receveur? Est-ce que ça a rapport avec notre type de sang? Oui, entre autres. Entre autres, mais pas juste ça. Oui, donc, premièrement, il faut déterminer est-ce que les 2 personnes sont compatibles au niveau de leur groupe sanguin. C'est d'ailleurs une des activités qu'on fait là, dans le cadre de don d'organes, une question de compatibilité. Donc, première étape, ça, c'est super important de vérifier si les groupes sanguins sont compatibles. Sinon, il va y avoir vraiment un problème de rejet au moment de la greffe. Ensuite, il faut vérifier toutes nos petites cellules sur notre corps ont des espèces de codes barres. Tout le monde a un code barre différent. Puis il faut vérifier si le donneur et le receveur ont des compatibilités au niveau de leur code barre. Comment on fait ça? Ben ça, c'est vrai que je vienne, hein? Oui, il faut que vous veniez au musée. En fait, c'est des manipulations en laboratoire qui vont nous permettre de vérifier si les gens sont compatibles au niveau de leur molécule HLA. Les codes barres. Wow! Puis ça, c'est pas tout le monde. C'est très rare qu'on a accès à cette information-là. Puis nous, on a eu la chance de travailler avec une jeune dame qui termine son doctorat en immunologie, qui a travaillé dans le laboratoire où sont vraiment déterminées là, les possibilités de greffe au Québec. C'est un laboratoire à l'INRS, Institut Armand-Frappier. Puis c'est elle qui a développé l'activité. Donc, ce que les jeunes vont faire, c'est vraiment ce qui est fait dans les laboratoires au niveau des greffes d'organes. Donc, c'est vraiment unique. De plus, c'est les adultes qui apprennent aussi. Moi, je sens que si j'irais, je pourrais apprendre tellement de choses. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Les activités sont destinées aux jeunes, mais les adultes qui les accompagnent apprennent beaucoup de choses. Donnez-moi la date pour la semaine de relâche. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus de semaine de relâche. Oui, moi aussi. En effet, nous, on travaille fort pendant la relâche. On n'est pas en relâche. Mais c'est du 5 au 9 mars. Donc, du lundi au vendredi. Les 2 activités dont je viens de vous parler vont être présentées
présenter la première en avant-midi, la deuxième en après-midi. OK. Pour plus Donc, de détails. les globules blanches sont en avant-midi. Exact. Puis le don d'organes, c'est en après-midi. C'est en après-midi. Il faut réserver, c'est important parce qu'on a un petit musée, puis les places sont limitées. Oui. Alors, j'invite vraiment les gens à téléphoner pour réserver leur place. Je peux peut-être vous laisser le numéro de téléphone. Oui, s'il vous plaît. Donc, le 450-686-5641. J'imagine qu'il y a aussi un site web. Oui, www.musée-artfrappier.qc.ca. Parfait. Et j'imagine qu'il doit y avoir des coûts associés à ce genre de camp. Oui, bien c'est ça. Donc, les activités, on a un tarif de 9 $ pour les enfants, puis 11 $ pour les adultes. Donc, c'est le prix d'un cinéma. C'est le prix d'un cinéma, puis vraiment... plus éducatif. Oui, éducatif, amusant, puis surtout unique. C'est pas tous les jours que les parents et les enfants vont dans un vrai laboratoire. Au moins, on participe. On n'est pas juste assis devant un film. Là. Exactement. Oui, on est très actif physiquement en observant au microscope, mais aussi intellectuellement. Puis, ce sont de beaux moments pour les enfants et les parents. Bien, je suis contente de vous avoir reçus. C'est très intéressant. Puis je crois que je vais amener des petits cousins, des petites cousines. Là, Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Alors, on se revoit là-bas. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment contente de recevoir aujourd'hui en studio 2 bibliothécaires. Moi qui suis une passionnée de lecture, j'ai avec moi Roger Lemos et Nicole Dubeau. Bienvenue. Merci. Bonjour. Vous êtes ici de la Bibliothèque multiculturelle à Laval. À quel endroit est-ce qu'elle se situe? Et au 1535 Chomédé, juste au nord du Souvenir, du côté est. Quand on dit bibliothèque multiculturelle, qu'est-ce que ça comprend? Ben, la bibliothèque multiculturelle, en principe, à un moment donné, a eu des livres aussi en plusieurs langues, etc. Mais après, la collection est devenue un peu désuète et il n'y avait pas vraiment un gros lectorat pour cette collection parce que veut pas les personnes qui viennent ici, même si sont d'un autre pays, veulent apprendre le français, etc., continuent à lire le français ou parfois l'anglais. On a des collections en anglais, on a des collections en français. C'est intéressant de remarquer qu'on a par exemple beaucoup de revues en plusieurs langues. Des revues, oui, à peu près 35 revues en autre langue, oui. Donc, en majorité, on a de l'anglais, du français, donc un peu pour tous les goûts. Donc, des BD, des bandes dessinées. Puis, ça, c'est une belle chose aussi. On en a parlé un petit peu tantôt, que quelqu'un qui, peut-être que le français, c'est pas sa première langue, en lisant une BD. Absolument. Oui, c'est une belle façon d'apprendre la langue. C'est simple, puis au moins, tu as des images, c'est amusant. Oui, moi-même, je suis un exemple de ça, parce que dans ma jeunesse, c'est ça qui m'a accroché aux BD, ou qui m'a enthousiasmé pour les BD beaucoup. Parce que quand j'ai commencé à apprendre le français, je lisais beaucoup de BD, particulièrement Tintin. J'ai commencé avec Tintin et après j'ai progressé, etc., Astérix. C'est avec Tintin que j'ai appris à faire des accents. Pas que je suis bonne ou pas bonne, mais c'est vrai, il écrit les trucs comme pour pouvoir faire des accents. Donc on a comme une lecture active, beaucoup de couleurs. Et ce que j'aimais de la BD aussi, c'est que ça me donnait l'aspect oral de la BD. De la langue. Alors, je pourrais vraiment... C'est la façon qu'on le parle. C'est vrai que c'est différent que de lire un petit roman ou quelque chose comme ça, parce que là, c'est écrit pas de la même façon. C'est vraiment comme on va dire les choses. C'est ça. C'est vrai que j'ai appris avec Tintin certaines expressions qui sont plutôt françaises et même des jurons comme tonnerre de Brest, etc. mais oui, j'ai beaucoup appris. Purement éducatif. Et ça a resté avec moi, la passion pour la BD, parce qu'après, j'ai appris aussi à lire dans la BD, plus que seulement le texte, mais de commencer à regarder l'image et de voir que l'image aussi avait quelque chose à rapporter au texte et à la narrative. Qu'est-ce qui est vraiment populaire pour les BD en bibliothèque en ce moment? J'ai amené précisément 2 qui sont très populaires, particulièrement entre les jeunes filles. Parce que j'ai fait ça aussi parce que je pense que c'est très important que les jeunes filles commencent à lire beaucoup plus la BD. C'est vrai. C'était pas avant. Quand j'étais petite, je lisais les mêmes que les garçons. C'est ça, c'est ça. Bon, maintenant, il y a quelque chose. Veulent pas, ils n'avaient pas d'héroïnes que pouvaient les enthousiasmer, etc. Il y a cette BD-là, Les Nombris, que je trouve très, très intéressante. C'est une BD qui se passe dans l'école secondaire avec toutes les choses qui se passent entre les filles de l'école secondaire. Tous nos petits potins, nos
nos petites C'est ça. amies de filles, OK. Et il y a une chose très intéressante à propos de cette BD, que la ville de Bruxelles, qui c'est pratiquement la capitale de la BD francophone, a décidé de donner le nom d'une rue à les Au Nombris. Au Wow, Nombris. c'est génial. Oui, c'est symbolique parce que je pense que la rue garde encore son nom traditionnel. Mais il y a plusieurs rues à Bruxelles, je ne savais pas ça. J'ai découvert ça au mois de décembre dans un article dans Le Devoir. Et une autre chose qui est intéressante de cette BD, c'est parce que les deux auteurs, Oui. Delaf et Dubuc, c'est vraiment Marc de La Fontaine et Maryse Dubuc, sont des Québécois nés à Sherbrooke et qui sont maintenant en Europe à faire des BD, mais que c'est intéressant de voir qu'il y a une connexion. Ah, ben c'est très bien. Oui. Il y a aussi Lou. Lou est absolument une BD que les jeunes raffolent et que... C'est moi ou Lou a de l'air pour un groupe d'âge un peu plus jeune que les Nombris? OK. Le texte est très facile, mais si vous regardez, c'est très moderne Oui. et c'est vraiment un dialogue très contemporain. Et aussi, malgré que le texte est facile, la narrative n'est pas nécessairement est un peu plus complexe. OK. Donc, pour Alors, les c'est jeunes très, filles, on a quelque chose d'intéressant, les Nombris et Lou. Et pour les garçons, est-ce qu'on est dans le traditionnel, non? Qu'est-ce qui est populaire? Oui, bien pour les garçons, il y a toujours Astérix, Tintin marche beaucoup aussi. J'adore Astérix. Oui, il y a Picobog que j'ai pas amené. Il y a beaucoup d'autres BD qui sont pour les jeunes, mais ce que je voudrais particulièrement, parce qu'il y a des personnes qui disent la BD, oui, c'est une forme mineure de lecture, etc. Et je voudrais particulièrement renforcer que c'est pas nécessairement vrai qu'il y a beaucoup qu'on peut apprendre avec les BD, pas seulement avec le texte, mais les images et beaucoup d'autres. Je me rappelle que dans la presse du 28 janvier, Philippe Falardeau, le réalisateur de cinéma, a dit que il se rappelle très bien d'un prof qui avait utilisé Astérix pour ses cours d'histoire. Wow! Alors voilà une autre BD que peut-être on peut exploiter d'autres façons. Par curiosité, avec la sortie du film Tintin, est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent le chercher? Oui, mais Ok. Tintin est toujours, j'étais très surpris que Tintin continue à être toujours très populaire parmi les jeunes. Et bien sûr, le film a aussi... il y a eu beaucoup d'autres livres qui sont publiés sur le film, la making of, etc., que c'est très, très intéressant. Pour les parents qui nous écoutent en ce moment à la maison, moi, j'ai vraiment des beaux souvenirs quand j'étais petite là, de me retrouver dans une nuit d'été là, dehors sur la chaise de camp là, avec une doudou puis ma lampe de poche à lire une BD. C'est tellement des beaux souvenirs. Puis j'encourage peut-être à des fois donner le petit coup de pied qu'il faut là, pour les encourager à essayer ça, les BD, là, juste les amener à la bibliothèque. Là, ils peuvent se faire conseiller. Donc, puis juste le laisser regarder toute seule qu'est-ce qui l'inspire. Là, puis je pense que c'est vraiment une bonne idée. Oui, par exemple, j'ai une BD ici à présenter. C'est vraiment une collection. Il y a plusieurs séries dans cette collection. Benjamin. C'est vraiment... Benjamin, c'est la série. Okay. Alors, mais une série, c'est toujours avec le même personnage. Mais la collection s'appelle Puceron. Okay. Et c'est une BD qui n'a pas de texte. Alors, c'est intéressant. Oui. Pour ceux qui veulent apprendre à lire la narrative sans texte. Et après, moi, j'ai utilisé ça déjà avec des enfants pour les faire créer un texte, d'écrire la BD, l'histoire, et aussi même le dialogue parfois. Développer leur créativité, leur imagination. Oui. C'est une collection que je conseille aux parents et aux profs même, parce que je sais que beaucoup de profs utilisent la BD. Oui. Et c'est très bon pour les commencer à créer un texte avant même de le lire. Oui. Qu'avez-vous d'autre à nous proposer? Regardez, il y a vraiment une BD qui peut-être n'est pas assez connue
au Québec, qui est une BD faite par deux auteurs francophones, francophones en français, Loisel et Tripp, qui ont établi leur studio à Montréal. Et ça s'appelle Magasin Général. Général, oui. Il y a plusieurs années qu'ils sont déjà à Montréal et que maintenant on fait une BD, pas maintenant, c'est déjà le 7e tome, une BD qui se passe dans l'encadrement, c'est le Québec rural des années 20. C'est très, très intéressant. J'adore. Le dialogue, pour être plus la parlure québécoise, a été rendu en parlure québécoise précisément par Jimmy Beaulieu, qui est un BDiste québécois. Alors, c'est une BD à lire. J'adore. J'aimerais ça que tu viennes voir grand moment. C'est ça. Alors, c'est vraiment, si vous voulez, même pour les personnes qui n'aiment pas les BD, j'ai donné ça à plusieurs personnes qui n'aiment pas les BD et qui ont vraiment aimé... Non, on se trompe jamais avec les Schtroumpfs. Non, avec les Schtroumpfs non plus. Et les Schtroumpfs, c'est pas seulement que c'est très drôle, mais les Schtroumpfs peuvent être utilisés, parce que je ne sais pas si vous savez, vous devrez le savoir, que les Schtroumpfs, on utilise toujours le mot Schtroumpf pour remplacer des noms au Schtroumpfé pour les verbes. Allez-vous Schtroumpfer ce livre? C'est ça. C'est ça. Et là, on pourrait l'utiliser en demandant aux enfants, on faisait un exercice avec les enfants pour remplacer le mot et avec les synonymes, etc. C'est très... c'est intéressant, bonne idée. Oui. Faites travailler encore une fois l'imagination. C'est ça, c'est ça. Même parfois, c'est difficile de trouver le bon mot. Parfois, il faut vraiment penser, réfléchir. Oui. Moi, pour ma part, je vais conseiller quelque chose aussi. C'est tout nouveau, ça s'appelle Gang de rue. Ça parle un peu d'hockey, tu as deux gangs dans la rue, mais ça va aller toucher plein de sujets aussi. Autant ça peut être le racisme, l'intimidation, politique, mais tout ça, c'est subtil dans une histoire d'hockey. Donc, ça peut peut-être interpeller les jeunes garçons là, à essayer la lecture. C'est tout nouveau, puis c'est très drôle parce que c'est par des écrivains humoristes. Là, fait que je vous conseille. Oui. On vient de l'acheter précisément dans le premier tome pour la bibliothèque. Alors, je ne sais pas si c'est déjà disponible, mais oui. Alors, on va aller à la bibliothèque. Ben oui. Là, on vous oublie pas, Nicole. Hein? On est encore là. Oui. On va changer un peu de sujet. Là, au lieu de parler de BD, vous allez nous parler des autres livres qui sont disponibles à la bibliothèque. Entre autres, vous avez quelques coups de cœur. Oui, ce sont mes coups de cœur à moi. Oui. Donc, j'en avais 3 à présenter aujourd'hui. En premier, il y a Louise Penny, le livre Sous la glace. Oui. C'est des romans policiers qu'elle écrit. Ce roman-là se passe en Estrie. Et Louise Penny, c'est une auteure canadienne. Elle est née à Toronto, mais ça fait plusieurs années qu'elle vit en Estrie. Donc, elle connaît bien là, la région, le coin. Le personnage principal du roman, c'est Armand Gamache. C'est un inspecteur-chef de la Sûreté du Québec. Et c'est un personnage qui est vraiment attachant. C'est un homme qui aime sa femme, qui aime la bonne bouffe, il connaît la poésie. Et en plus, c'est vraiment un inspecteur hors pair. Fait que lui... J'aime son nom. C'est vraiment quelque chose que tu pourrais entendre aux nouvelles, hein? Exact. C'est très intéressant. Louise Penny, elle écrit un peu des romans policiers style Agatha Christie. Mais ce qui est intéressant avec ces livres, c'est qu'on découvre aussi le Québec. Donc, on va vraiment avoir le fait français, on va parler des particularités là, de la culture francophone, anglophone, tout ça. Fait que c'est vraiment ça, un roman à découvrir. Est-ce qu'elle est née à Hudson ou... Toronto. Toronto, oui. Mais ça faisait plusieurs années qu'elle travaillait au Québec et c'est vraiment là, établi. On aime ça. Oui, c'est vraiment établi ici. Louise Penny, Sous la glace. Oui. D'accord. Il y a plusieurs, hein? Oui. C'est plusieurs tomes. Oui. Alors, vous pouvez suivre les aventures. Et lui, c'est le premier. Le deuxième. Okay. Et oui, c'est ça. C'est toujours... Ça se suit ou... Oui, c'est toujours un cas différent, mais avec l'inspecteur Gamache, là, à chaque fois, là, qui se retrouve dans le temps. Ruelle de Montréal. Oui, ça, c'est un guide de photos des ruelles de la ville de Montréal. C'est vraiment une façon différente là, de découvrir cette ville. Et c'est des photos magnifiques, très inspirantes. Et ils vont les diviser par thème. Donc, on va avoir les ruelles sous la neige, les ruelles artistiques avec les graffitis, les œuvres d'art urbaines. On a même les odeurs des ruelles. On voit des vêtements suspendus sur les cordes à linge, les ruelles verdoyantes, tout ça.
On leur donne vie un peu. Oui, Il n'y a oui. pas longtemps que la presse, je pense, a eu un reportage sur les ruelles de Montréal, précisément. Là. Oui, parce que les voisins qui essayent d'embellir les ruelles, etc. Ça peut être un bouquin très inspirant là, pour des gens qui font de l'art un peu. Là. Parce que moi, je fais de l'aquarelle, je peins à l'aquarelle, donc oui, ça l'inspire. Ça donne, oui, moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc, à conseiller. Exactement. Et le prochain? C'est du domaine des murmures de Carole Martinez. Ce livre-là est présentement parmi les finalistes pour le prix des libraires du Québec 2012 et il a aussi été finaliste pour le prix Goncourt 2011. Okay. Donc, c'est vraiment un roman qui se passe au Moyen Âge, au 12e siècle. Et le personnage principal, elle a 15 ans. L'histoire débute, c'est le jour de son mariage. Et elle refuse... 15 ans? Ah, oui, dans le temps. Oui, au Moyen Âge. Okay. C'est le jour de son mariage et elle refuse de se marier. Et elle décide de vouer sa vie à Dieu. Donc, l'histoire débute comme ça. C'est un roman pour adultes? Oui, vraiment pour adultes. Et c'est un roman vraiment très poétique, très beau, écrit vraiment, c'est tout en douceur. L'histoire est quand même pas nécessairement douce, mais c'est écrit vraiment en douceur. Vous le décrivez bien, oui. Ça donne le goût. Et vraiment, on s'attache au personnage. C'est un personnage qui reste avec vous. On le garde avec nous. On va comme retrouver la jeune fille de 15 ans. Oui, et c'est très, on voit aussi l'aspect religieux, mystique, toutes les superstitions du Moyen Âge et tout ça. C'est vraiment à découvrir. Une belle lecture. Ah oui, vraiment une belle lecture. Oui. Moi, je repars avec vous. Bon, contente de vous avoir été. C'est mes 3 coups de cœur là, que j'avais à proposer. D'accord. Alors, si on veut avoir plus d'informations ou on veut venir vous voir, pouvez-vous nous rappeler l'adresse de la Bibliothèque multiculturelle? C'est le 1535 Chaumédé. C'est pas très difficile à trouver parce que c'est entre du souvenir et un peu au sud du souvenir. Et quelles sont vos heures d'ouverture? Nord du souvenir. Nord du souvenir. Oui. Et quelles sont vos heures d'ouverture? Les heures d'ouverture, pendant la semaine, c'est de 10h à 9h. 10h à 9h? Oui, sauf le vendredi, c'est de midi à 9h. Et après la fin de semaine, le samedi, c'est de 10h à 5h et dimanche, c'est le midi à 5h. C'est un peu partout. À un moment donné, on aimerait avoir ça un peu plus consistant, mais pour le moment, j'aime que c'est ça, au moins ouvert tard le soir. On a le temps d'aller faire notre tour. Alors, je vous invite tous, bien sûr, à y aller. Merci beaucoup à vous. OK. Une bonne... Merci. Bienvenue. Oui. Et au plaisir, on va aller se voir à la bibliothèque. OK. Fantastique. On vous attend. Bougez pas, tout de suite après la pause, votre vitrine communautaire. Vous êtes de retour à la Balle en Bref pour votre vitrine communautaire. J'espère que vous connaissez bien le CLD de Laval. Si vous êtes des fidèles de cette émission, j'imagine que oui, parce que vous êtes ici souvent. Oui, oui, alors beaucoup de choses. Oui, c'est ça, beaucoup d'activités. Nathalie Plante du CLD et Vincent Massé, vous êtes enseignant à l'école secondaire Saint-Martin. Oui. Bienvenue ici. Merci. Pour mettre les gens en contexte, pour ceux qui ne connaissent pas le CLD, pouvez-vous me donner des détails sur le CLD? Certainement, le CLD, c'est le Centre local de développement de Laval. Oui. Donc, on aide des gens à partir en affaires et à en rester en affaires, surtout. Ça, c'est la partie qui est très importante. Oui. Puis, où on est aussi le responsable régional du concours québécois en entrepreneuriat, qui en est à sa 14e édition. D'où votre présence aujourd'hui? Tout à fait. Ce concours-là, en fait, il sert à quoi? Il sert à faire de la sensibilisation à l'entrepreneuriat, ce qui est très important. Il y a eu à l'automne passé une stratégie, la première stratégie québécoise de l'entrepreneuriat, donc où ce que le gouvernement mis de l'avant l'importance qui est de mettre des énergies dans l'entrepreneuriat et surtout de donner des modèles aux jeunes qui aient le goût d'entreprendre leur vie et peut-être de partir en affaires. Et ce concours, ça s'adresse aux jeunes de quel âge à quel âge? Le concours, il y a 2 volets. Il y a le volet en entrepreneuriat étudiant qui s'adresse aux étudiants du primaire jusqu'à l'université. Donc, tous les projets entrepreneuriaux
qui sont faits dans les écoles peuvent être déposés au concours, ainsi que la création d'entreprises, qu'on ne parlera pas trop aujourd'hui parce qu'on en a parlé. Sur le volet étudiant. Mais il faut le mentionner que ce volet-là est là aussi. Et M. Massé, vous êtes enseignant. Alors, de quelle façon est-ce que ça vous touche le concours en ce moment? Nous, dans nos classes, on a une compagnie, on se part des petites compagnies. Donc, on participe au concours parce que c'est agréable pour les élèves de savoir qu'ils ont quelque chose en retour, ils peuvent avoir quelque chose en retour. Donc, dans mon école, on est plusieurs petites compagnies, on se complète et on fait un petit réseautage. Oui, on a plusieurs classes où on fait un petit réseautage entre compagnies, on s'aide d'une compagnie à l'autre. Donc, pour les jeunes, c'est vraiment agréable. Puis votre classe, qu'est-ce que c'est comme petite compagnie? Bien, nous, notre classe, on fait du multimédia. On produit des vidéos, l'information pour l'école. Cette semaine, on a vendu des cartes de la Saint-Valentin. Donc, on fait des événements, on prépare des événements aussi. On fait l'audiovisuel de beaucoup d'événements à l'école. Donc, c'est très agréable. Les élèves adorent ça. Les élèves aiment ça, il y a une bonne réponse. Oui, une très bonne réponse. Ils sont très motivés. Oui. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui découvrent, qui aimeraient peut-être être entrepreneurs? Il y en a beaucoup qui s'impliquent parce qu'on fonctionne comme une coopérative, donc il y en a beaucoup qui s'impliquent. Il y a la présidente de notre classe, donc il adore ça de gérer. Et je ne sais pas s'ils découvrent être entrepreneurs, mais ils découvrent qu'ils peuvent décider des choses dans notre classe. Donc ils ont le droit de décider si ils veulent faire un projet, veulent travailler sur un projet. Ils peuvent décider en classe, des fois, décider de la matière à faire. Au lieu que le professeur décide de tout, eux peuvent décider, peuvent prendre des décisions. Et nous, on s'ajuste avec ça. C'est différent, c'est bien. Mais là, de quelle façon ça se passe, le concours? Donc, on commence une petite compagnie dans notre classe. Quelle est la prochaine étape? Et je veux juste mentionner, c'est pas nécessaire parce que quand même les coop que Vincent met en place, c'est pas les plus petits projets qu'il y a, c'est des projets d'une très belle envergure, mais c'est pas nécessaire que ça soit des projets d'une très grande envergure. Ça peut être des projets qui sont uniques, ponctuels, mais qui aident les jeunes à développer leurs valeurs entrepreneuriales. Donc, on parle de l'entraide, la solidarité, l'autonomie, l'engagement, la responsabilité, et j'en oublie quelques-unes, mais toutes les valeurs, oui. Puis là, ensuite, une fois qu'on a une idée de projet, qu'est-ce qu'on fait? On vient le présenter? En fait, on s'inscrit sur le site Internet. Le mieux, c'est d'aller sur le www.cldlaval.com et on va voir l'icône du concours. On clique là-dessus et on va s'inscrire. Puis il y a une belle nouveauté cette année. Donc, en fait, c'est que l'inscription, avant, il y avait une inscription en ligne et il fallait remettre un document papier. Cette année, on a tout simplement à s'inscrire en ligne et le document est directement transmis en ligne. On peut ajouter des photos, on peut ajouter des vidéos, des documents attachés. Puis ça facilite beaucoup la tâche pour les professeurs. Je suis sûre que tu es d'accord avec moi. C'est plus efficace et plus écologique en même temps. Tout à fait. Mais oui. Pour les élèves du primaire, qu'est-ce que vous recevez comme projet? Bien, ça peut être toutes sortes de projets. Comme l'année passée, on a eu la brigade des super pharmacologiques, que c'était des jeunes qui étaient en deuxième année, qui ont décidé de mettre en place une brigade dans leur école. Il y avait un beau costume genre Superman qui se promenait d'une classe à l'autre pour venir parler des valeurs écologiques, comment qu'on pouvait faire attention pour faire de la récupération, du recyclage, etc., faire attention à l'eau. Ils ont été même plus loin, ils ont fait des petits documents qui ont été imprimés pour envoyer aux professeurs, mais aussi aux parents, pardon. Donc, ça peut être des projets comme ça, puis c'est des jeunes projets. Mais ça, c'est pas exactement eux qui ont l'idée, c'est plus le professeur? Ou... Bien, en fait, le professeur, il fait du brainstorming avec les jeunes. C'est sûr que quand ils sont plus jeunes, évidemment, ils sont un petit peu plus encadrés, mais plus que ça avance dans les années scolaires, plus qu'il reste de place. C'est la structure. On implique la structure entrepreneuriale. Oui, les projets viennent une partie de nous. Le départ, souvent, vient du professeur, mais tout ce qui vient alentour, tous les petits projets qu'on fait cette année, la plupart, c'est les élèves qui décident. Les élèves arrivent à décider leur projet, alors qu'au départ, il faut les guider. Mais il y a une méthode, un peu comme la méthode scientifique. Là, mais l'hypothèse reste à soi. C'est ça. Mais oui, c'est une très bonne... C'est bien. Puis, les autres classes dans votre école, qu'est-ce qu'ils ont amené comme projet? À notre école, on a un petit bistrot qui s'appelle le Jeune Bistrot, ça fait déjà 4 ans qui est là. On a une coop verte. Ils font pousser des plantes
ils ont fait le réaménagement de la cour d'école, d'un endroit pour dîner à l'extérieur. On a des coopératives, c'est pas compliqué, ça peut être simple, comme on disait tout à l'heure. On a 2 coopératives sportives, dont une qui organise, je crois, la semaine prochaine, dans une école primaire, organise des Olympiades d'hiver. Ah, c'est fun. Juste ça, c'est ça, c'est pas obligé d'être immense, c'est vraiment des petites choses comme ça. Ils organisent pour les jeunes. Ah, c'est bien. Donc, ça donne le goût de retourner à l'école juste pour aller à cette école-là. La coop Pop-Note aussi, qui avait fait le recyclage, dans le fond, ils recyclaient du papier, par exemple. Des tablettes. Bien, ça, c'est pas dans mon école, mais c'est un professeur que je connaissais. Ils font, je pense, à partir de papier recyclé, ils font des tablettes de papier qu'ils revendent. Puis on peut, je pense, écrire notre nom, faire imprimer ce qu'on veut dessus. Ils ont plusieurs modèles. Un logo, choses. Wow, c'est bien. Il y en a plusieurs dans la commission scolaire de Laval, les coopératives. On n'est pas tout seul. Là. Dans notre école, là, il y a Polyjeunesse et l'Odyssée des jeunes aussi qui ont des... Alors, pour résumer, les jeunes, avec l'aide de leurs enseignants, trouvent une idée, la développent, ensuite doivent s'inscrire sur le CLD. Puis, est-ce qu'il y a des prix à gagner? Oui, au niveau régional, le gala régional va être le 30 avril prochain. Bientôt. Très bientôt, et il va y avoir au-delà de 15 000 $ à gagner au niveau du gala régional. Donc ça, c'est super intéressant à travers à peu près 26 prix. Puis ensuite, il y a une autre étape parce que le concours est à Laval en 2 étapes. L'étape régionale, tous les gagnants régionaux des catégories officielles vont concourir au provincial. Et là, ben, il y a plus de 300 000 $ en prix. Le provincial, c'est au mois de juin? C'est en juin, donc à Québec. Donc, tous les finalistes, ils sont invités à Québec, les finalistes provinciales. Donc, ça, c'est très intéressant. Oui. Et puis, quelle est la date limite là, pour s'inscrire? Oui, c'est le 19 mars 2012 à 16 h. Donc, c'est important que le document soit complet à 16 h. Et c'est très simple pour l'entrepreneuriat étudiant. Oui. Sur le www.cldlaval.com. Est-ce que c'est l'enseignant qui inscrit ou ça peut être les élèves? Ça peut être un comme l'autre. Okay. C'est important qu'il y ait un professeur responsable, par exemple. C'est une des questions. Bon, mais très bien. On va souhaiter bonne chance à toutes les jeunes. Merci beaucoup à vous de votre présence. Merci. On se revoit bientôt. Merci beaucoup, certainement. Merci beaucoup. Connaissez-vous l'ALPA? Sinon, eh bien, vous allez les connaître dans quelques minutes parce qu'avec moi, j'ai Lily Tremblay et Odette Picard. Bienvenue. Merci. Alors, vous représentez l'ALPA. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'ALPA, c'est l'Association lavalloise des personnes aidantes. Les personnes aidantes, c'est des personnes, ce qu'on appelle c'est plus répandu qu'on dise des aidants naturels. Okay. Les gens se reconnaissent plus, même si c'est pas si naturel que ça de s'occuper de quelqu'un, mais c'est vraiment les personnes qui prennent soin de quelqu'un qui est en incapacité, peu importe l'incapacité, que ce soit un enfant, parent, conjoint. Et de quelle façon est-ce que vous les aidez? Bien, nous, on donne beaucoup de services dans le sens qu'on donne des conférences, on les accueille, on fait de l'écoute, on fait beaucoup d'informations. On a un service de répit qui leur donne 8 heures par semaine. À partir du moment où ils sont inscrits, ils peuvent avoir 8 heures par semaine. C'est une préposée qui va à la maison s'occuper de la personne. Et puis la personne peut prendre du temps pour elle parce que vraiment, une des forces de l'ALPA, c'est de dire aux gens de prendre soin d'eux. Parce que quand on prend soin de quelqu'un, on a tendance à oublier que notre première responsabilité, c'est nous-mêmes. Oui, bien, l'image qui me vient en tête souvent, c'est dans l'avion, qu'il faut mettre notre masque d'oxygène. On met toujours notre masque avant d'aider la personne à côté de nous. Donc là, c'est un peu vous donner cette bouffée d'air-là aux gens pour qu'ils puissent soit prendre un répit ou au moins aller chercher des outils pour pouvoir aider encore mieux les gens. Les proches aidants, en général, c'est qui? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le conjoint? Les proches aidantes, la plupart des proches aidants, c'est des proches aidantes. Ah oui? C'est 80% de femmes. Ah. Ça commence à diminuer un peu avec les nouvelles générations. Là. On est peut-être rendu à 75%. Mais c'est presque toujours des femmes qui s'occupent de leurs conjoints, de leur mère, de leur sœur, de leur... Donc, en général, on s'occupe quelqu'un de la famille. Il y a dans les nouvelles générations, des fois, il y a des amis. Mais c'est quand même plus rare. Là. En général, c'est dans la famille immédiate. C'est tout un mandat, prendre soin de quelqu'un. Des fois, il faut prendre du temps de côté là, de notre emploi.
Donc, Il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de laisser leur emploi pour s'occuper à temps plein. Des fois, ça dure quelques années. Des fois, ça peut durer plusieurs années. Il y a des aidantes qu'on a dans nos groupes, puis ça fait 35 ans qu'elles sont aidantes, suite à une maladie grave, un accident. Alors, puis quand on devient aidante souvent... tranquillement, pas vite. Hein? C'est comme, on ne choisit pas, tiens, je vais devenir aidante. Aujourd'hui, je vais t'aider. Aujourd'hui, puis là, un moment donné, ça fait un bout de temps. C'est ça, c'est que la personne, surtout les personnes qui sont en perte d'autonomie, surtout les personnes en perte d'autonomie cognitive, comme la maladie d'Alzheimer, on sait qu'elle commence à prendre du galon. C'est justement, là, vos aidants aident des gens qui ont quelle sorte de problèmes? Vous avez mentionné l'Alzheimer. Toutes les problèmes. Nous autres, les aidants qui viennent à l'ALPA, c'est tous les aidants. C'est sûr que là, c'est ainsi on entend beaucoup de mesures pour les aidants de personnes aînées, mais c'est tous les aidants. Donc, les parents d'enfants handicapés, les conjoints, n'importe quelle prédominance vers les personnes âgées. Il y a une présence, exactement. C'est sûr qu'on a plus de chances d'être malade quand on vieillit. La population vieillit. C'est ça. Avec le vieillissement de la population, c'est sûr que ça augmente proportionnellement, parce qu'on calcule qu'il y a par personne atteinte, il y a 1,2 aidants. Donc, ça veut dire que toutes les personnes, au niveau fédéral, la Coalition canadienne des aidants naturels dit souvent, faut pas se demander si on va devenir aidant, faut se demander quand on va devenir aidant. Parce que ça va probablement arriver à tout le monde, à moins de décéder plus jeune ou d'avoir personne dans son entourage. Et quand ça arrive, on a un petit guide? Quand ça arrive, on a un beau petit guide qui s'appelle « Prendre soin de soi tout en prenant soin de l'autre ». Se reconnaître. Premièrement, il faut se reconnaître comme une personne aidante parce que les gens, c'est pour ça que ça s'est appelé aidant naturel, parce que les gens ils disaient, c'est naturel que je m'occupe de mon conjoint, c'est naturel que je m'occupe de ma mère, donc... pourquoi on dit que j'ai un statut particulier? Mais un statut particulier, comme on dit avec les enfants, un parent d'un enfant normal, il va l'envoyer à l'école, puis la charge va être de moins en moins lourde. En tout cas, c'est supposé. Si on n'a pas tous des tanguis, là, c'est supposé. Là, dans le guide, on retrouve quoi exactement? Un peu tout ce que je viens de parler. C'est vraiment précisément là, des marches à suivre? C'est surtout de l'information pour dire comment on se reconnaît comme un aidant, comment on se reconnaît comme quand on s'en va vers l'épuisement, qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut savoir s'écouter. Puis il faut savoir où aller chercher de l'aide. Rappelez-moi le titre parce que j'aime beaucoup. Prendre soin de soi tout en prenant soin de l'autre. Alors, c'est vraiment un guide d'accompagnement, puis ça veut dire que c'est comme un guide qu'on met sur notre table de chevet, puis on dit, j'ai un petit je vais voir, puis des fois, parce que les aidants, souvent, se sentent coupables. Il y a un petit chapitre là-dessus, il y a un chapitre sur... Ça donne vraiment une vision, puis ça aide les gens à aller chercher de l'aide. D'accord. Parce que, dans le fond, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui nous supporte dans notre... ce qu'on dit toujours aussi, c'est que les aidants ne veulent pas être remplacés, ils veulent être soutenus. Ils veulent pas que quelqu'un d'autre s'occupe de leur soin de leur proche. Sauf qu'il faut qu'il y ait du support. Puis des fois, c'est eux-mêmes qui ont de la misère à aller chercher du support. Parce qu'il existe, pas à la hauteur des besoins, mais il existe et il faut aller le chercher. C'est toujours comme ça. Exactement. Odette, on arrive à vous. Les bonnes nouvelles, il y a un colloque le 15 mars. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, le colloque s'appelle « Être une personne aidante quand l'adaptation devient un défi ». Devenir une personne aidante, comme on le disait tantôt, ça se fait généralement au fur et à mesure. Donc, on doit s'adapter à cette nouvelle réalité-là. J'ai entendu récemment une personne qui demandait à une aidante qui disait vous sacrifiez votre vie pour votre aidé. C'est un mot très dur. C'est un mot très difficile et c'est pas nécessairement sacrifier sa vie. Je dirais que c'est vraiment adapter sa vie parce qu'il y a moyen de se donner une qualité de vie en prenant soin de l'autre. Donc, le colloque veut parler des différentes facettes d'adaptation du proche aidant. On parle entre autres de la vie intime, adapter sa vie intime, adapter sa vie sociale, accepter le maintien à domicile, donc accepter le fait que quelqu'un vienne nous supporter à la maison, que ce soit physiquement ou d'une façon technique avec des appareils, la modification du logement et tout ça. Et on a un volet bien important aussi parce que de plus en plus, on a ce qu'on appelle la génération sandwich, donc les gens qui sont
sur le marché du travail, qui doivent s'occuper d'un parent ou d'un enfant malade et qui ont quand même des enfants à la maison et qui sont sur le marché du travail. Donc, dans la soirée, on va vraiment focusser les gens qui sont dans le milieu du travail et on va avoir 2 spécialistes qui vont en discuter, puis on va avoir avec la période de questions aussi, c'est très bien. À la fin de la journée, on a eu beaucoup d'informations. Oui. Alors, c'est un petit peu de pouvoir faire le vide, là, puis choisir qu'est-ce qu'on veut garder comme information, qu'est-ce qui nous rejoint. Alors ça commence la journée à 12h30, puis ça se termine à 20h30. Exactement. C'est quand même une très longue journée où on va pouvoir aller chercher beaucoup d'informations. De quelle façon ça fonctionne? Est-ce qu'il faut être membre de l'ALPA ou est-ce qu'on peut tout simplement y aller en s'inscrivant? Pas du tout. Ce n'est pas nécessaire d'être membre de l'ALPA. Vous pouvez être un membre de la communauté qui est touché par cette réalité-là, qui veut venir chercher de l'information. Vous pouvez être proche aidant, intervenant. Donc, vraiment, ça s'adresse, comme on dit, at large, là, ça s'adresse vraiment à tous, qui est touché de près ou de loin par cette réalité-là. Et comme Lily le disait tantôt aussi, éventuellement, on va être amené tout le monde va avoir à passer par là. Puis il y a beaucoup Exactement. de jeunes. Moi, j'ai des amis qui étudient là-dedans. C'est aussi une bonne chose peut-être d'aller faire son tour, voir un peu la réalité là, d'une situation comme ça. Donc, on s'inscrit, on peut se rendre sur le site web. Où Exactement. Je vois ici qu'il y a une fiche d'inscription, mais ce pamphlet-là, il est distribué où? Bien, les gens peuvent se le procurer à nos bureaux. Ils peuvent également se le procurer sur le site web ou tout simplement nous téléphoner. Ça nous fera un plaisir de le faire suivre. Alors, pour ces informations, votre site web? www.aldpa.org. D'accord. Et il y a un coût pour la journée, bien sûr. C'est une grosse journée bien chargée avec beaucoup d'informations. Quoi est-ce que ça ressemble un peu le coût? Pour les gens qui sont membres de l'ALPA, donc pour la journée complète, c'est 25 $. Pour une demi-journée, c'est 15 $ et ça inclut là, le repas et tout ça. Okay. Donc, c'est quand même très abordable. Et pour quelqu'un autre qu'un membre de l'ALPA, les frais sont de 30 $ pour la demi-journée et 50 $ pour la journée complète. Donc, on invite c'est tout le tellement monde. important. Ben oui, je vous invite tous aussi. Alors, Lily et Odette, qu'est-ce qui vous interpelle, vous, à cette cause, à cet organisme, personnellement, Odette? Bien, moi, je trouve que c'est vraiment important que les proches aidants soient soutenus parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de support, ils ont besoin de se garder une qualité de vie aussi. Le prendre soin de soi tout en prenant soin de l'autre, c'est vraiment prioritaire. Les gens doivent vraiment penser à eux au départ. C'est appliqué, là. C'est pas juste des paroles en l'air. Là, exactement. Et puis, dans ma vie de tous les jours aussi, je suis moi-même une proche aidante, donc c'est sûr que ça m'interpelle personnellement aussi. OK. Et vous, Lily? Bien, moi, je ne suis pas une proche aidante. Même j'ai une mère âgée de 91 ans et est autonome. Donc, moi, vraiment, j'ai fait comme beaucoup de personnes dans la population, c'est que je connaissais pas trop ça quand j'ai appliqué sur le poste. Et puis, c'est une réalité, dans le fond, qu'on côtoie tous les jours, mais qu'on ne le sait pas. Donc, quand on dit aux gens qu'il faut qu'ils se reconnaissent comme une personne aidante, c'est vraiment ça le point fort, parce que tous les jours, on en côtoie des aidants. Moi, dans mon travail avant, tous les jours, j'en avais, mais je ne savais pas que ça s'appelait des personnes aidantes. Et je ne savais pas aussi tout ce qui existait pour les personnes aidantes. Et à cette époque-là aussi, il y en avait moins. Il y en a de plus en plus. On vient encore de recevoir une nouvelle subvention pour du répit supplémentaire à Laval. Donc, les besoins sont immenses. Donc, c'est sûr qu'il faut d'abord se reconnaître, puis savoir qu'autour de soi, quand on a un parent qui s'occupe de son conjoint, si on est un enfant, qu'on dise... c'est du travail. Et pas qu'on pense, vous avez juste ça à faire. Oui, puis ce que j'aime aussi, c'est que vraiment avec l'ALPA, là, si vous vous reconnaissez comme un proche aidant, et là, vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes qui vivent un peu la même situation. Exactement. Parce que pas que c'est tabou, mais c'est ça, on en parle plus ou moins, soit au travail ou en général. Donc là, on est avec d'autres gens qui vivent la même chose, on peut un peu partager nos expériences, peut-être même se donner des trucs. C'est souvent ce qui arrive aussi. Et les gens entre eux, il y a quand même une belle dynamique. Souvent, des liens d'amitié se tissent. Et encore là, ça agrandit le réseau pour se faire aider et se prendre soin, parler et ainsi de suite. J'imagine que vous devez être une belle équipe, là, autant avec vous et vos clients, parce qu'on s'entend que c'est tous des gens avec beaucoup de compassion, des aidants. Alors, ça doit être une belle gang positive. Exactement. En tout cas, essaie de maintenir le positif. C'est ce qui est important. Mais vous avez beaucoup de membres, à peu près? On a 300 membres, puis dans le fond, il y aurait de la place pour beaucoup de monde, parce que
c'est quelque chose d'important aussi de socialement reconnaître que les personnes aidantes font un travail qui supporte le système de santé. Oui. Et que ce sont les personnes qui vont s'appauvrir. Le système de santé ne peut pas tout faire, hein, on sait très bien. Non, les aidants font à peu près, quand ça aussi, il y a des statistiques là-dessus, c'est les personnes aidantes qui s'occupent de la personne malade à 80-90% du temps. Ça veut dire que le reste du temps, c'est des services du centre de santé, mais si eux autres n'étaient pas là, alors je pense qu'on aura un problème. C'est tellement important dans ce temps-là d'aller dans quelque chose comme le colloque le 15 mars, c'est ça? Exactement. Le 15 mars, je vous invite vraiment à aller participer à ça. Merci beaucoup à vous deux de votre présence, c'était très agréable. Un plaisir. On va vous souhaiter bonne chance pour cet événement. Merci beaucoup. Merci. Merci Odette. Voici maintenant le moment de vos nouvelles. Tout d'abord, pour la relâche scolaire, on a le retour attendu du camp de jour Laval Scientastique. Suite au succès de l'édition 2011, 5 institutions lavalloises de culture scientifique proposent aux jeunes de 5 à 15 ans un camp de jour unique en son genre lors de la relâche scolaire du 5 au 9 mars. Alors, ce camp de jour permet de découvrir des institutions muséales scientifiques qui font la fierté, bien sûr, de la région par ses activités intérieures et extérieures à caractère éducatif. Alors, les enfants sont accueillis au Cosmodome où ils participeront à des activités hors du commun, surtout grâce à l'animation du musée Armand Frappier. Les jeunes profiteront aussi de visites stimulantes au parc de la rivière d'Émile-Île et au centre d'interprétation d'eau. Le tarif pour une semaine est de 125 $ par enfant et l'inscription pour la journée est aussi possible au tarif de 30 $ par enfant. Donc, pour plus d'informations et pour connaître les modalités d'inscription, composez le 450-978-3600. Vous savez, la problématique de la maltraitance faite aux aînés devient de plus en plus préoccupante. Donc, on connaît beaucoup de formes de violence, mais il y en a d'autres types d'abus que, vous voyez, on n'est pas encore très bien informés. Alors, le comité lavallois en abus de violence envers les aînés a travaillé à l'élaboration d'une pièce de théâtre. Tout ça afin de sensibiliser les gens à cette nouvelle réalité. Donc, 10 représentations sont prévues du 28 janvier 2011 au 29 mars 2012 dans différents lieux comme les centres communautaires pour les aînés, aussi dans des résidences privées et des résidences publiques. Et une représentation aussi aura lieu à la Maison des Arts le jeudi 23 février à 14 h. L'accès aux représentations est entièrement gratuite car le projet a été en partie financé par le programme Nouveaux Horizons des aînés de Service Canada. L'ensemble de la population lavalloise est bien sûr invitée à y assister car les abus envers les aînés nous concernent tous. Pour obtenir plus d'informations, contactez le 450-663-9261. C'est ainsi que se termine cette émission de Laval en bref. Merci à tous nos collaborateurs, la Ville de Laval et bien sûr nos invités. Si vous désirez soumettre vos commentaires à propos des sujets abordés aujourd'hui, le tout est possible, soit par téléphone en composant le 450-973-8005 ou par courriel à info@tvrl.ca. C'était Vanessa Ross qui vous remercie et vous souhaite de passer une excellente semaine.